Bonjour à tous, merci de m'avoir proposé de vous parler de la classification de l'électrocardiogramme de repos chez l'athlète. C'est pas très facile puisqu'on n'a pas d'ordinateur pour regarder ces diapos. Bon. Donc je n'ai pas besoin de vous rappeler tout l'intérêt de l'électrocardiogramme de repos chez le sportif, puisque ça a été clairement démontré que ça a un impact pour dépister les athlètes potentiellement à risque de mort subite. Donc c'est pour ça que maintenant l'électrocardiogramme fait vraiment partie de la visite de non-contre-indication à la pratique de l'activité sportive. Bien évidemment, on ne va pas contre-indiquer la compétition à un athlète uniquement sur l'électrocardiogramme, c'est juste un point de départ pour ensuite réaliser ou non des examens complémentaires. Les détracteurs de l'électrocardiogramme, ce qui lui reproche le plus, c'est l'existence de trop de faux positifs. Donc, trop d'examens complémentaires réalisés, trop d'inquiétudes chez les sportifs puisqu'on va juste avoir des doutes sur l'électrocardiogramme, réaliser des examens complémentaires qui finalement vont aboutir à la conclusion que tout était normal. Donc je vous ai mis un éditorial contre ces faux positifs, sur ces trop nombreux faux positifs, mais il en existe bien évidemment de nombreux. Alors, quelles classifications sont à notre disposition? Donc, en 2010, il y avait la classification de la Société européenne. En 2011, les Américains ont fait la leur. Je n'en parlerai pas trop puisqu'il n'y a pas trop de différence avec celle de 2010. Plus récemment, les critères de Seattle ont été affinés encore les choses. Tout ça pour essayer de diminuer ces faux positifs. Et puis, puisque c'était une session sur l'actualité en 2014, je vous parlerai de quelques articles suivants de l'équipe de Sharma, 3 papiers différents. Donc, qu'est-ce qui est normal si on s'intéresse à la classification européenne? Donc, ce qui est normal, c'est d'avoir une bradycardie sinusale, d'avoir un bloc AV du premier degré, d'avoir un bloc de branche droit incomplet, une repolarisation précoce, ou bien des critères isolés d'HVG électrique. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'était pas normal en 2010, c'était des ondes T négatives, un sous-décalage du segment ST, des ondes Q pathologiques, une préexcitation ventriculaire, un bloc droit complet droit ou gauche, un QT trop long, un QT trop court, un Brugada. C'était pas normal non plus d'avoir des arythmies supraventriculaires complexes sur un ECG 12D qui ne prend que quelques secondes, ou des arythmies ventriculaires. Il y avait aussi d'autres éléments qui étaient considérés comme non liés au sport et donc nécessitant des examens complémentaires, à savoir une hypertrophie atriale gauche, une déviation axiale, qu'elle soit droite ou gauche, ou une hypertrophie ventriculaire droite. Alors je vais essayer de ne pas être trop rébarbatif et juste de vous montrer les différences avec les nouvelles classifications. Je ne vous ai pas parlé des recommandations américaines puisque grosso modo c'est les mêmes que les européennes. Donc en fait, qu'est-ce qui a changé en 2013? Qu'est-ce qui a changé grâce à la classification de Seattle? Donc la grosse nouveauté, c'est ce que je vous ai mis en orange, la grosse nouveauté, c'est les ondes T biphasiques de V1 à V4 chez l'athlète afro-caraïbéen. Donc pour le reste, ils ont un petit peu plus détaillé de ce qui était normal, mais il n'y a pas de gros changements. La bradycardie sinusale, là ils ont mis un cutoff à 30 battements par minute. Et sinon, pas de différence. Le BAV1, c'est toujours normal. Le type 2, Mobitz1, c'est normal. Le bloc de branche droit incomplet, c'est normal. Des critères d'HVG isolés, c'est normal. Une repolarisation précoce, ça reste normal. C'est normal, surtout s'il n'y a aucun symptôme et pas d'antécédent familial. Et donc, vraiment, la nouveauté, c'est ces ondes T biphasiques chez l'athlète afro-caraïbéen de V1 à V4. Alors, je vous ai mis 2 exemples d'électrocardiogramme. J'espère que c'est suffisamment grand. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, l'électrocardiogramme du haut, donc on a des ondes T négatives. Donc, certes, elles sont un petit peu biphasiques en V2, mais elles sont vraiment négatives jusqu'en V6. Donc, c'est celui-là qui est pathologique, celui d'en dessous que je vous ai mis un petit peu plus gros sur la diapositive. On voit bien qu'il y a une onde T biphasique en dôme avec un sus-ST plus un sous-ST, plus une onde T négative, et qui est donc à considérer maintenant comme banale et normale, nécessitant donc aucun examen complémentaire si l'athlète est d'origine afro-caribéenne.
Donc ça, c'est la plus grosse nouveauté de cette classification. Il y a d'autres petits détails dans cette classification, d'autres choses différentes, notamment sur le bloc de branche droit, puisque ce qui reste comme non lié au sport et nécessitant des examens complémentaires, c'est un bloc gauche complet. Ils ont enlevé de cette classification la notion de bloc de branche droit et l'ont remplacé par une notion de QRS à plus de 140 millisecondes. Donc si on a un bloc de branche droit complet mais à moins de 140 millisecondes, c'est considéré comme normal et ne nécessitant pas d'examen complémentaire. L'autre nouveauté, c'est l'hypertrophie ventriculaire droite. Dans la classification de Seattle, pour nécessiter des examens complémentaires, ceci nécessite d'être associé à une déviation axiale droite. C'est-à-dire, on fait des examens complémentaires pour la classification de Seattle que si on a une hypertrophie ventriculaire droite et une déviation axiale droite. Sinon, donc, aucune différence avec ce que je vous ai dit. Ils ont bien une des nuances, ils ont bien reprécisé quel QT ils considéraient comme anormal chez l'athlète. Et donc, c'est plus de 470 millisecondes chez l'homme, plus de 480 millisecondes chez la femme. Et sinon, aucune différence avec les classifications précédentes. Alors, je pense que c'est vraiment la dernière classification la plus officielle, donc, qui date donc de 2013. Pour essayer de compléter un petit peu, je vais vous présenter donc 3 travaux anglais pour encore essayer de diminuer les faux positifs. Donc le premier, c'est ils ont essayé donc, de limiter les faux positifs liés à la déviation axiale et à l'hypertrophie atriale. Donc ce qui montre déjà, c'est que si on regarde donc, ça c'est donc les ECG globaux, donc les normaux ils sont là, ça c'est les modifications liées au sport, et donc là c'est la population avec des ECG considérés comme pas normaux, enfin pas liés à la pratique sportive, donc ils avaient 13% d'ECG inhabituels. Et 40% de ces particularités, de ces anomalies, sont en lien avec soit une déviation axiale, soit une hypertrophie atriale. Et donc ils ont supprimé ces modifications en disant que c'était normal. Et on voit bien que la valeur prédictive positive de ces deux, de la déviation axiale et l'hypertrophie atriale, la valeur prédictive positive n'est que de 1,4%. Donc c'est vraiment faible. Et si on supprime ces critères du groupe pathologique de la classification de l'ESC, les faux positifs passent de 13% à 7,5%, ce qui est quand même vraiment mieux, avec une spécificité de 94% au lieu de 90%. Donc on augmente la spécificité, et puis la sensibilité baisse un petit peu de 91 à 89,5%. Donc on n'a pas vraiment baissé en spécificité. Le groupe contrôle, c'était des CMH. L'autre chose qui est souvent finalement assez banale, c'est l'association hypertrophie ventriculaire droite et déviation axiale droite. Et dans ce dernier papier, en comparant donc leurs athlètes à des dysplasies arythmogènes du VD ou des HTAP, ils ont prouvé qu'une déviation axiale droite est quand même très souvent associée à l'hypertrophie ventriculaire droite, que dans 8% des cas, elles sont associées, alors qu'il n'y a que 0,2% de leurs athlètes qui ont une déviation axiale sans hypertrophie ventriculaire droite. Donc eux sont plutôt partisans de ne pas réaliser d'examen complémentaire, même en cas d'association d'hypertrophie ventriculaire droite et de déviation axiale droite. Et le dernier article dont je voulais vous parler, c'est donc un article qui était vraiment basé sur la différence en fonction de l'ethnie. Et donc, puisqu'en gros, l'argument, c'est de dire qu'il y a beaucoup plus d'athlètes afro-caribéens qui vont présenter des particularités à l'électrocardiogramme de repos et qu'il faut faire attention à ces critères et ne pas contre-indiquer ou enfin ne pas réaliser trop d'examens complémentaires dans cette population. Donc eux, leurs critères, c'était de prendre soit un ECG normal, donc ça c'est ce qui est en vert, donc ça c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, de ce qui est lié au sport. En rouge, c'est ce qui n'est vraiment pas lié au sport, et en orange, c'est les déviations axiales, les hypertrophies auriculaires droite et gauche, et puis les ondes négatives biphasiques chez l'athlète afro-caribéen de V1 à V4.
Et donc, soit c'est normal, soit c'est pas normal. Et pour la classe intermédiaire, s'il y a un seul de ces signes, on considère que c'est normal. S'il y en a deux, on considère que c'est pathologique. Donc c'est assez facile à retenir. C'est la même classification, sauf qu'on combine un peu les critères. Et donc ils ont comparé les différentes classifications. Donc là, on a la classification de l'ESC, là les critères de Seattle, et là donc ces nouveaux critères. Et on voit que, surtout en rouge, c'est les athlètes d'origine afro-caribéenne, en bleu, les athlètes caucasiens, en vert, les cardiopathies hypertrophiques. Donc on voit que, quelle que soit la classification utilisée, on ne va pas perdre de dépistage de cardiopathie hypertrophique. Par contre, on va clairement diminuer le nombre d'ECG considérés comme pathologiques. Et tout ceci avec une spécificité qui va être meilleure, puisque chez l'athlète afro-caribéen, on a une spécificité qui passe de 40 à 84%. Chez le caucasien, c'est moins spectaculaire, ça ne passe que de 73 à 94, pour une sensibilité identique. Donc là, dans l'article, c'était de dépister des CMH. Alors, quels sont les critères qui ont permis d'affiner C'est essentiellement les ondes T négatives biphasiques chez les athlètes afro-caribéens. Voilà, donc c'est la dernière classification en date. Évidemment, ça risque de changer encore. Peut-être que pas tant que ça, puisque toutes ces choses qui sont anormales, les segments ST, les sous-ST, les ondes Q pathologiques, les préexcitations, les ondes T négatives hormis V1, V4 chez l'athlète africain, les blocs gauche complets ou les QT longs, tout ça, je ne suis pas sûr que ça change encore dans les classifications. Voilà. Mais peut-être qu'il y en aura d'autres l'année prochaine. Voilà. Je vous remercie de votre attention.